comment est-ce que les musulmans se mettent au travail, quoi. Ça, je pense que c'est important. Et puis le sens même des réformes, quoi. Donc, je laisse la parole à Karim pour qu'il puisse un peu, à son niveau, peut-être donner une approche à partir de laquelle on pourra un peu échanger, quoi. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, mon cher Gora. Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir pour suivre avec nous ce débat, cette conférence, ce débat qui aura pour thématique la question de l'islam en France aujourd'hui. Il est vrai que lorsqu'on essaie de traiter une thématique, particulièrement d'un point de vue historique, généralement, on a du recul et on prend de la distance. C'est ce qui nous permet d'analyser en profondeur une situation en se basant notamment sur de la matière. Dans le cadre de l'islam de France aujourd'hui, dans le cadre du dossier de la question islam de France aujourd'hui, nous n'avons pas ce luxe. Et du coup, si on peut se permettre quelques analyses, elles seront modestes, bien évidemment, parce que vu que nous sommes dans le vif de l'actualité, comme vous le savez, l'actualité est vivante, elle est changeante, et tout peut se modifier du jour au lendemain, aller dans le bon sens comme il peut aller dans le contresens. Donc, on va traiter cette question-là avec la plus grande prudence, en même temps qu'avec la plus grande modestie, parce que on ne peut pas non plus se permettre une prospective, parce que ça n'est pas la thématique du jour. Juste pour situer un petit peu le débat, la question de l'islam de France qu'on va traiter tout de suite, elle va se concentrer essentiellement sur deux points. Le premier, c'est la question de la formation des imams, et le deuxième point, c'est la question de la labellisation des imams, qui sont bien évidemment deux choses différentes. La formation des imams, elle va concerner les personnes qui ambitionnent de devenir et d'accéder au statut, au poste de imam, donc qui ne le sont pas encore. Et la question de la labellisation, elle concerne les personnes qui sont déjà imams, mais qui doivent passer obligatoirement, selon la question de la réforme qui est en cours actuellement, donc par le fameux CNI, le Comité national des imams, qui doit se réunir et qui est composé de 9 imams appartenant chacun à une des 9 fédérations qui composent le corps du CFCM, le Conseil, le Conseil national, le CFCM, le Conseil français du culte musulman. Et donc, c'est ce comité-là qui labellise l'imam. Et bien évidemment, lorsqu'on parle de formation des imams, cela signifie que les futurs imams qui vont arriver sur le marché de l'imama, ben, ils sont de facto labellisés. Alors, peut-être avant d'aller plus loin dans les détails sur ces questions-là, bien évidemment, il y a un point important qui a été abordé, c'est que lorsque cette question elle a été posée, donc ces tentatives de réforme, bien souvent et sans grande surprise, on a rencontré plusieurs voix qui se sont élevées pour dire mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'a pas été consulté, c'est encore une fois la France qui s'ingère dans les questions qui ne la regardent pas, etc., etc. Bien évidemment, cela fait partie du processus démocratique. Et heureusement, nous sommes en France, donc il y a la fameuse liberté d'expression que tout le monde connaît. Il y a les notions démocratiques et puis il y a les fondamentaux qui régissent la République. Et donc, au sein de ce débat, il y a le camp du pour et il y a le camp du contre. Je ne voudrais pas m'attarder en détail sur l'un et l'autre camp, mais je dirais tout simplement ceci. En général, les gens qui s'élèvent contre les projets, et là-dessus, il n'y a aucun problème parce que ça fait partie du processus démocratique, comme je l'ai déjà dit, mais
il ne suffit pas juste de s'élever contre un projet et de protester. Il s'agit surtout et avant tout de proposer des éléments de réponse ou des pistes de réflexion qui permettraient de sortir de l'impasse. Parce qu'actuellement, et il n'y a pas besoin de, 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 de pratiquer une langue de bois, la question islamique en France, elle va mal. Elle va mal parce qu'on ne peut pas mettre de côté tout ce qui s'est passé depuis 2015 en France, donc ces attentats terroristes qui sont liés à l'islam. Bien évidemment, nous ne sommes pas en train de dire que ces attentats sont le fait de l'islam, mais qu'ils ont été commis au nom de l'islam, et ceci donc touche l'image de l'islam et terrorise pas mal de gens, notamment ceux qui connaissent mal l'islam. Et dans ces gens, dans cette communauté qui ne connaît pas très bien l'islam, il y a également, et on l'oublie souvent, les musulmans eux-mêmes, et en particulier les jeunes musulmans qui ne connaissent pas parfaitement l'islam, qui découvrent l'islam peut-être pour la première fois à travers ces attentats terroristes qui ne manquent pas de terroriser tout le monde et qui ne manquent pas de faire grand bruit jusqu'à l'international. Donc voilà, donc c'est cette violence qui a endeuillé la France, pas qu'une fois, pas deux fois, pas trois fois, qui a endeuillé la France il y a juste quelques semaines et qui, on l'espère, va s'arrêter net, mais tout indique le contraire. Donc tout cet événement-là, ou plutôt l'ensemble de ces événements, ils contraignent à réfléchir sur la question de l'islam en France et contraignent à proposer donc des réformes. Parce que du moment que nous avons une organisation qui ne va pas dans le bon sens, et je ne suis pas en train de jeter des pierres ou de critiquer qui que ce soit, mais juste qui n'a pas les moyens de répondre à une certaine demande et une certaine nécessité, et bien forcément, il faut réfléchir aux moyens de la réformer dans le sens de la rendre plus aboutie, de la rendre plus efficace. Il est parfaitement certain que la gestion de l'islam en France n'est pas chose simple et qu'il ne faut surtout pas s'ériger en donneur de leçons pour la simple raison que lorsqu'on connaît un minimum cette question de l'islam de France, on sait combien la question est extrêmement complexe de par la multiplicité des acteurs et de par également la question géopolitique qui secoue un petit peu le monde entier actuellement, en sachant bien évidemment que le monde aujourd'hui n'est pas plus qu'un petit village. Donc voilà, tous ces éléments ont fait qu'il fallait avancer sur ce dossier-là, peut-être même forcer un peu ce dossier, parce que les choses n'avancent pas et bien au contraire, elles ne font qu'empirer. Si on essaie de lier les deux éléments, la question de la violence en France et la question de l'imama, eh bien évidemment, on n'est pas à l'abri de pointer du doigt certains dysfonctionnements, notamment liés à la question de l'imama. Parce que, il faut le dire, la majorité des imams en France, ce sont des imams qui ont une certaine facture, qui ont une certaine, qui abondent dans une certaine qualité, mais ça n'est pas la totalité. Donc, malheureusement, au sein de tout ce milieu-là, nous avons des acteurs qui s'érigent en tant qu'imams alors qu'ils ne le sont pas. Ce sont des intrus, ce sont des prophètes du dimanche, ce sont des manipulateurs. Et donc, c'est là d'où vient une partie du problème et une partie du danger. Donc, pour ne parler que de la question de la labellisation de l'imama, cet outil nouveau que le CFCM essaye de mettre actuellement en concertation avec le gouvernement, eh ben, il va permettre de protéger le statut de l'imam, de lui donner
un certain vernis, et il va lui permettre également de s'offrir une reconnaissance qui lui fait défaut actuellement. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres thèmes qu'on pourrait aborder, mais avec la permission de Gora, on pourrait passer aux questions-réponses et ça permettrait d'aller un peu plus en largeur et en profondeur par rapport à cette thématique que nous allons aborder aujourd'hui, en te remerciant et en vous remerciant par avance. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'il y aurait que ça aurait été intéressant, je pense que la présence du professeur Fassassi qui va arriver tout à l'heure, un peu remettre un peu dans le contexte tout ça, voilà, et puis un processus auquel il a assisté un peu, quoi, et puis partir, comme tu disais, d'une perspective historique, en situant vraiment la chose, la datant de peut-être de 2015, peut-être remonter un peu plus avec comment est-ce que le CFM il est né, pourquoi est-ce qu'il est né à partir de Sarkozy et tout ça. Et donc, voilà, j'étais un peu, je pense qu'on l'attendra par rapport à ça. Donc, il y a, je ne sais pas, est-ce que je vais laisser la parole peut-être à Moustapha qui va peut-être poser une question. Je ne sais pas si la question en elle-même, la réponse sur les critères de labellisation ou critères voilà, de labellisation. Donc, je lui laisse la parole poser sa question, quoi. Et puis, dans le cours, il y aura d'autres questions qui vont arriver, quoi. Bien sûr. J'ai une première question, là, Gora, communiquée par M. Abou Ahmed Souran Al-Karabi. Et sa question, c'est quels sont les critères pour la labellisation des imams. À ma connaissance, et les choses peuvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, peuvent évoluer. La labellisation du imam, elle va passer par deux critères majeurs. Le premier critère, c'est la qualité morale et éthique de l'imam, et ensuite la qualité scientifique, donc au niveau de la connaissance de l'imam. Et ces deux critères sont presque, j'oserais dire, les mêmes qu'on retrouve en règle générale dans l'ensemble des imams. Vous imaginez bien que pour prétendre au statut et au poste d'imam, il faut un minimum de qualité morale et d'éthique. Autrement, ça n'est pas possible de prétendre diriger une communauté de fidèles si on n'est pas soumis à ces conditions-là. Donc, je pense que la qualité morale et éthique, on la rencontre et on la retrouve dans le cadre de la majorité des imams, et je dis bien la majorité, et je ne dis pas la totalité, parce que malheureusement, l'imam reste humain, et ça n'est pas tous les imams qui peuvent s'inscrire dans la grille de cette moralité. Bien évidemment, je ne suis pas en train de critiquer ou de jeter des pierres ou de donner des leçons, mais c'est juste qu'il est important d'être vigilant sur la moralité des gens qui prétendent conduire une communauté. Donc ça, c'est la question morale et éthique. La question du bagage scientifique et intellectuel, elle se pose également. Et d'après mes connaissances, les critères, elles commencent par une connaissance, un minimum de connaissance du Coran, un minimum de connaissance de la religion islamique, aux choses auxquelles il va se rajouter petit à petit l'obligation de la connaissance et de la maîtrise de la langue française. Parce qu'à terme, le but, c'est de s'adresser à une communauté qui est changeante, donc qui est de plus en plus jeune et qui le sera de moins en moins. Ça fait partie des choses de la vie. Et donc, cette communauté française musulmane, elle connaît beaucoup plus le français que les langues du pays.
elle connaît moins la langue arabe ou les langues africaines, etc. Et donc, il sera demandé de plus en plus aux imams qui vont donc occuper ces postes de connaître la langue française, qui malheureusement n'est pas le cas de l'ensemble des imams. Bien évidemment, ceci va rester ouvert, c'est-à-dire que les imams qui officient aujourd'hui en France et qui ont des soucis avec la langue française, ils peuvent très bien investir un peu de leur temps pour apprendre la langue française, ce qui, à mon sens, et qui tombe même sous le bon sens, il faut que les imams connaissent quand même la langue française, parce que dans la majorité des fidèles, il y a beaucoup de gens, notamment beaucoup de jeunes, qui ne connaissent que la langue française. Ouais, en fait, il y a quelque chose qui me laisse perplexe parce que c'est vieux quand même, ce débat. Quand on regarde de plus près, c'est vraiment très, très vieux. Je me rappelle, il y a peut-être il y a 15 ans de ça, on parlait encore ça. 15 ans de ça, il y a encore avant. Et à l'époque, moi, j'avais deux, trois notions, mais il y a des choses que je ne savais pas parce que je n'avais pas étudié. Et maintenant, avec un minimum de connaissances basiques, enfin basiques, en France, ce n'est pas un niveau basique en vérité, malheureusement, on se rend compte en fait que le débat il est biaisé dès le départ. C'est on part d'un principe, d'un postulat qui paraît évident, alors que rien ne l'indique ni dans la tradition islamique, ni dans nos textes. Le rôle de l'imam dans la mosquée change en fonction de quel type d'imam on a, d'une part. Deuxièmement, traditionnellement, ce n'est pas parce qu'un imam officie dans une mosquée qu'il a un rôle particulier à certains égards. En fait, c'est une dérive qui est liée à la France. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt recadrer et rappeler ce qu'est le rôle de l'imam et partant de ça, en fait, mettre en place des choses qui vont dans le... En fait, honnêtement, sur les questions des deux critères, comme ils ont été dit, ça me rassure. Parce que des fois, quand on entend parler de ça, c'est pas clair. Les gens n'expliquent pas de quoi ils parlent. Ils ne disent pas qu'est-ce qu'ils disent concrètement. C'est nous qu'on entend ça, la première chose qu'on entend, ok, vous voulez former des mecs pour pouvoir les manipuler. C'est la première chose qu'on comprend. Parce que c'est pas compliqué. On regarde en fait comment ça s'est passé avec le Vatican. Plus une institution et a une forme de hiérarchie, etc., plus c'est facile à manipuler. Là où dans l'histoire de la communauté, le fait qu'il y ait une forme de sélection naturelle chez nos savants a fait qu'il y a eu une indépendance vis-à-vis des autorités politiques qui fait qu'ils pouvaient s'exprimer librement. Des fois, même c'est arrivé à un niveau où ils étaient un contre-pouvoir. C'est arrivé historiquement. J'ai compris votre question. Si vous permettez, je pense que vous avez un regard un peu naïf sur ce principe général. Avec un regard de l'extérieur, on a toujours le sentiment que dans la sphère islamique, ce qu'on appelle généralement les cercles du savoir et les cercles du pouvoir, il y a une énorme indépendance. Alors que non, il existe un lien étroit entre ces deux cercles, le cercle du savoir et le cercle du pouvoir. Pour donner des termes plus vulgaires, je dirais un lien plus ou moins étroit, mais qui quand même observe une certaine indépendance entre le pouvoir central, entre l'exécutif et la communauté des savants. Lorsque vous regardez la question islamique dans le milieu où est là la plus grande expérience, à savoir les pays musulmans. Parce que ce qu'il ne faut jamais perdre de vue par rapport à l'expérience française, c'est que dans les deux cas, on fait face à des expériences qui sont encore au stade embryonnaire. Du côté du gouvernement,
c'est la première fois de l'histoire de France où il va gérer la question musulmane en intra. Et du côté de la communauté musulmane, c'est la première fois dans son histoire qu'elle sera gérée par une entité laïque. Donc, ce sont des expériences inédites et qui vont faire que l'une et l'autre doivent réfléchir ensemble sur comment travailler ensemble. Ça n'est pas évident. De l'extérieur, on a toujours l'impression que les choses sont faciles, que les choses sont simples, mais loin de là. Ils sont obligés de collaborer ensemble, de réfléchir ensemble pour pouvoir mettre ensemble une espèce d'ingénierie qui répondra aux attentes des uns et des autres. Donc, pour revenir un petit peu à l'expérience musulmane, dans les pays musulmans, la question de l'imam ou du savant, etc., c'est-à-dire cette communauté savante et religieuse, ben, elle ne réagit pas d'elle-même. Il ne faut pas imaginer qu'elle a une indépendance totale. Tout ce que fait un imam ou tout ce que fait un petit peu la communauté des savants, ben, elle le fait en concertation avec le pouvoir. Je ne suis pas en train de dire que le pouvoir manipule la communauté religieuse ou savante, ou même le contraire, que la communauté savante et religieuse manipule le pouvoir, mais je dis bien qu'il y a une espèce de concertation que l'on appelle généralement Ahl al-Hal wal-Aqd, c'est-à-dire les gens qui réfléchissent et qui essaient de trouver des solutions aux problématiques quotidiennes. Donc ça, c'est le vivier qui fait, avancer la question musulmane dans les pays musulmans. Ici, en France, on essaie de reprendre un petit peu cet exemple, parce que cet exemple, il n'est pas exclusif au monde musulman, mais il est plutôt universel. Donc, on réfléchit avec l'exécutif pour trouver des solutions qui sont inédites et qui en même temps sont complexes. Maintenant, pour revenir à la question de la manipulation des imams, et donc on va les former selon une espèce, une orientation donnée. Mais mon cher ami, j'ai envie de vous dire que lorsque vous passez par l'école de la République et que vous passez par les centres de formation, que vous passez par les universités, que ce soit en France, en Europe ou partout dans le monde musulman compris, ben, vous passez par un canal. D'accord? Vous passez par un canal. Mais ce canal, ça n'est pas de la manipulation. Ce canal, il vous apporte des outils pour pouvoir vous épanouir intellectuellement. Et après, c'est libre à vous de vous perfectionner et de développer votre façon de voir et votre façon de faire en pratiquant toujours une approche qui donne le choix, la liberté de penser, à l'esprit critique, etc. Vous voyez, donc on ne peut pas dire que c'est de la manipulation ou que c'est de la subordination, etc. Non, pas du tout, ou encore moins ce qu'on entend souvent, ce qui circule beaucoup, l'ingérence de la République dans les questions religieuses. Ça n'est pas de l'ingérence. La République, elle a un droit de regard sur les questions religieuses, on l'oublie souvent. Elle a un regard, et donc elle a un droit de regard. Et donc ce droit de regard fait que la communauté musulmane, pour ne parler que de la communauté musulmane en France, ben, elle se tourne vers la République pour qu'elle puisse la soutenir dans ses projets de réforme qui demeurent quand même des projets d'envergure nationale qui sont complexes et qui réclament beaucoup de discussions et de négociations. Et c'est là où le gouvernement s'installe en tant qu'acteur témoin et non pas acteur qui décide, mais il est là pour faire de la médiation et pour veiller à ce que les choses se passent dans les meilleures conditions possibles. En fait, ce que j'avais dit sur la question Moustapha, est-ce que tu peux un peu... Je pense que ce n'est pas un dialogue entre vous deux. Je pense qu'il faut laisser un peu le... Moi, j'ai quelques questions. C'est des questions-réponses, ce n'est pas un dialogue. Oui, oui, parfaitement. Ce qui est intéressant, c'est que
l'espace qui est posé, c'est un espace où on puisse échanger, qu'on pose des choses qui nous concernent tous. On a des positions qui sont différentes, mais c'est poser les faits bruts et que chacun, après tout, dans sa conscience, puisse interpréter selon sa guise, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est de poser les choses. La problématique de la labellisation et du conseil, il est intéressant parce que même chez nous, on choisit à tout va, on ne choisit pas un imam n'importe comment. Donc, même ça, faut le savoir, quoi. Donc, après, c'est pas parce que c'est la France musulman, partout, voilà. Partout. Voilà. Et heureusement. Ouais. Voilà. Ce n'est pas parce que c'est la France que automatiquement. Justement, il y a un truc qui apparaît plus par rapport à ça. Voilà. C'est pas parce que c'est la France que automatiquement il faut se positionner contre, quoi. Mais il faut voir la réalité des choses historiquement, avoir une perspective historique. C'est pourquoi aussi on en arrive à la réponse. Moi, j'ai 2 ou 3 questions, voilà, pour alimenter le débat. Donc, sur même le conseil des imams et sur la labellisation, c'est-à-dire sur les motivations de la création, il y a la radicalisation. Et si on sait que la radicalisation, la plupart des jeunes se radicalisent par Internet, en pourcentage, c'est ce qui est dit, quoi. Donc, je ne sais pas sur la motivation, est-ce qu'elle est claire ou elle est bien posée? Là, c'est une question. Deuxième question aussi, c'est sur le centre de formation, on va dire formation des imams. Le nombre, c'est combien d'imams qui sortent et à partir de là, il faut combien de temps pour couvrir les besoins nationaux, quoi. Après, j'étais un peu sur je réponds à ces 2 premières questions parce qu'après, je risque d'oublier. La question de la labellisation des imams, elle ne répond pas exclusivement à la question de la radicalisation. Il faut faire attention. On ne va pas labelliser les imams uniquement parce qu'il y a eu des attentats. D'autant que les imams en France ne sont pas responsables de cette radicalisation. Les gens qui se radicalisent, et ça a été prouvé, ça ne sont pas des gens qui fréquentent les mosquées. Et nous l'avons vu également, la majorité des imams en France, et je dis la majorité pour éviter de donner un 100% parce que ça n'est pas évident, mais la majorité des imams en France vont dans le discours de la République. C'est-à-dire ils sont contre la question de la radicalisation et contre la question de la violence. Par contre, le danger, où est-ce qu'il se situe? Eh bien, le danger, il se situe dans les imams autoproclamés qui jouent un petit peu le rôle des prophètes du dimanche. Et ces imams-là autoproclamés, en réalité, ils ne sont même pas imams. Donc, pour fermer cette porte et éviter le moindre danger, la moindre suspicion, le moindre élément qui viendrait entacher l'image de marque de l'imam, eh ben, on va labelliser cet imam. Et n'oublions pas que la labellisation de l'imam, elle va rassurer les fidèles parce que ça va permettre aux fidèles de se dire, moi maintenant, j'ai affaire à un imam labellisé. De la même façon que ça va redorer le blason et que ça va donner un certain prestige au statut et au poste de l'imam. Vous savez parfaitement qu'aujourd'hui, au niveau des 2700 mosquées qui existent en France, il y a à peu près 2000 imams. Et sur les 2000 imams, beaucoup, je ne donnerai pas de chiffres, mais beaucoup, les pauvres, n'ont aucun statut. N'ont aucun statut. Ils ne sont pas reconnus, ils sont utilisés, ils sont méprisés, etc. Donc cette labellisation, elle viendra leur accorder du crédit et leur apporter du confort et du réconfort, contrairement à ce qui est dit. Et en même temps que ça va donner une certaine image de l'imam en France qui a été un petit peu, fragilisé. En France, lorsque vous allez à la rencontre d'un boucher ou à la rencontre d'un boulanger, de la même façon que lorsque vous allez à la rencontre d'un médecin ou d'un avocat, il est certifié, il est labellisé. Alors pourquoi pas les imams? Il faut labelliser nos imams pour pouvoir les protéger, pour pouvoir leur donner un droit qui aujourd'hui ils ne l'ont pas. Ça d'un côté. Maintenant, sur la question de la formation des imams.
La formation des imams, elle va concerner en particulier les gens qui ne sont pas encore imams. C'est-à-dire que la personne qui est déjà imam, elle a un statut particulier. À partir du moment qu'il est labellisé, eh ben, il va pouvoir continuer à officier dans les mosquées. Et ça sera le cas apparemment de beaucoup d'imams. Seule peut-être une poignée qui ne remplira pas les conditions. Mais la majorité des imams sera labellisée. Ça d'un côté. Sur la question de la formation, elle va durer 3 ans. Donc, normalement, elle devrait commencer en 2021 et donc durer 3 ans. Et à partir de là, ces imams-là, ils vont pouvoir intégrer les mosquées, ou plutôt leurs mosquées, mais bien évidemment à la demande. Il faut qu'il y ait des postes vacants. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les 2700 mosquées en France, il y a à peine 2000 imams. Et si on veut regarder ça avec un peu plus de détails, 2700 mosquées, leur faut au minimum, je vous dis au minimum, 2 imams par mosquée. Donc on est sur des chiffres astronomiques, ce qui signifie qu'au niveau des imams existants déjà, ils vont continuer à officier parce qu'il est impensable qu'on mette de côté des imams alors que la mosquée n'en a pas. Et donc, le nombre des imams qui va arriver et qui va être formé sur 3 ans, eh ben, ce nombre, bien évidemment, il sera toujours faible, mon cher Gora, parce que les imams, ça ne court pas la rue. Et il va falloir des dizaines et des dizaines d'années pour pouvoir former suffisamment d'imams qui pourraient occuper les différents postes dans les très nombreuses mosquées en France. Et donc, ces imams, ils vont être choisis en particulier pour leur âge. Il faut qu'ils soient jeunes pour qu'ils puissent jouer un petit peu au niveau de la dynamique générationnelle, de façon à ce que les anciens puissent partir à la retraite tranquillement et remplacer sereinement par la nouvelle génération et ainsi de suite. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait prendre la parole? Moi sur la jeunesse ou on parlait juste des imams, quoi, mais le rôle de la mosquée ou des associations qui peuvent rayonner dans un territoire, on va dire, donné. C'est-à-dire, la mosquée, si elle est limitée juste au culte, elle n'a pas d'impact sur le territoire, quoi. Et je pense que aussi, c'est les acteurs éducatifs du territoire. Ils doivent, la mosquée ou les musulmans de la mosquée ou la mosquée doivent faire partie des acteurs éducatifs du territoire. Et je ne sais pas comment est-ce que, sur ce sujet-là, qu'est-ce que tu en penses? Parce que on parle aussi beaucoup de radicalisation, quoi. Et donc, on parle des imams et tout ça, mais pour un peu aller dans le sens de la commune, de la mairie, du quartier, je pense que c'est important qu'on soit un acteur du territoire, quoi. Et donc là-dessus, mon cher Gora, oui, j'ai compris ta question là. Cette question, elle a été posée depuis plusieurs années. Elle a été posée dans la forme d'une critique vis-à-vis des directeurs de mosquées, parce que bien souvent, on parle des imams, mais on oublie de parler des dirigeants, des personnes qui dirigent la mosquée. Parce qu'en réalité, ce sont eux les acteurs principaux dans la vie d'une mosquée. Et l'imam, généralement, il ne fait que suivre les consignes parce qu'il est placé sous la contrainte de cette direction. Mais je peux te rassurer que depuis 2015 en particulier, vraiment, hein, à partir de 2015, un très grand nombre de dirigeants de mosquées et donc d'imams, parce que c'est l'imam qui est mis en avant dans ces cadres-là, à chaque fois qu'il y a des actions, c'est l'imam et le responsable de l'association de la mosquée. Depuis 2015, il y a de nombreuses tentatives d'ouverture sur l'autre, et notamment à travers ce qui est appelé couramment le dialogue interreligieux. Et c'est là où l'imam et l'association de la mosquée, avec la collaboration de la mairie,
de la préfecture, de la région, du département, mais également des autres représentants du culte, que ce soit les chrétiens, les juifs ou autres, eh ben, il y a des rencontres qui sont organisées, il y a des manifestations qui sont réalisées, il y a des événements qui sont portés pour s'ouvrir sur l'autre et dépasser le cercle restreint de l'imam, bien que l'imam il a beaucoup de travail, hein, parce qu'il ne fait pas que diriger la prière, il communique avec la communauté des fidèles, il joue le rôle de médiateur dans certains cas, il est là le conseiller pour ceux qui cherchent des éléments de réponse, etc. Donc l'imam, cette fonction elle est déjà assez chargée, mais depuis 2015, on leur demande, pour ne pas dire on exige d'eux, qu'ils s'ouvrent davantage sur le monde extérieur et donc d'aller s'adresser et de faire des choses et d'agir ensemble avec l'ensemble des acteurs qui se trouvent dans la ville et même au-delà. Des fois, c'est régional et des fois, c'est national. Merci bien. J'ai une question là qui a été posée par Ibrahima Monkou. Avec ton consentement, mon cher Goura. Et il dit que, est-ce que scientifiquement, juridiquement et historiquement, des non-musulmans peuvent choisir ou proposer un imam ou un modèle d'imam à la place des musulmans? Cette question elle est ambiguë. Elle est ambiguë parce qu'elle renvoie à deux sens. Par des non-musulmans qui choisissent ou proposent un imam, si la question elle est clairement dans ce sens-là, bien évidemment qu'un non-musulman ne choisit pas un imam. Il n'a pas le droit de le choisir. C'est la communauté des musulmans qui choisissent leur imam. Par contre, à travers cette question, il est fait référence au projet de réforme mené actuellement conjointement entre le CFCM et l'exécutif et la République. Ben, il ne faut pas mélanger les pinceaux parce que ce n'est pas la République qui choisit les imams. La République, elle est en train de forcer quelque part à mener à bien ce projet qui est très complexe, qui est très délicat et qui demande énormément de médiation, de questions, de réflexion et d'investissement. Et donc, ça n'est pas la République qui va choisir les imams pour la communauté des musulmans en France, mais ça va être le CFCM. Et à travers le CFCM, ce sont les fédérations, et à travers les fédérations, ce sont les CRCM. Et j'attire votre attention sur un fait important, parce qu'on parle souvent de la question de la labellisation des imams et tout, c'est que va se poser, et ça va être bientôt le cas, va se poser la question des mosquées indépendantes en France. Parce que là, depuis tout à l'heure, on est en train de parler uniquement du CFCM et de ses fédérations, en sachant qu'une bonne partie, je ne donnerai pas les proportions, mais une bonne partie des mosquées en France sont indépendantes. Il va falloir réfléchir à ça. Et du coup, les choses ne sont pas gagnées. Hein. Ce n'est pas facile. Ouais, excusez-moi, ça me permet de rebondir par rapport à ce que disait Céline Gore, et peut-être que dans ce que j'ai dit, il y a un moment, il y a eu un flottement. C'est que moi, j'ai fait une remarque sur cette question de manipulation, mais il fallait la prendre telle qu'une remarque. Ce qui était important, c'est de prendre le début. Et c'est sur le début qu'on n'a pas répondu. Et concrètement, vous tombez exactement dans ce que je disais, c'est qu'on part du principe qu'il y a un rôle déjà défini. Mais qui a défini ce rôle? Il y a des imams ratib. Un imam ratib, ce n'est pas un imam khatib. C'est des rôles très différents. Et un imam de mosquée, ce n'est pas un mufti. Donc en fait, il y a un problème qui se pose, c'est qu'on part d'un postulat, mais qui a posé ce postulat comme une évidence? Et c'est pour ça que je disais, est-ce qu'à un moment, la question ne se poserait pas, et ça serait une piste de réflexion même, de revoir en fait la manière dont les gens conçoivent le rôle de l'imam aujourd'hui dans la mosquée, parce qu'il a un rôle qu'on lui donne en France du fait de l'histoire de la communauté en France,
qui n'est pas normal. L'imam Malik radhiyallahu anhu ne dirigeait pas la mosquée, ne dirigeait pas les prières à la mosquée de Médine. Écoutez, ce que vous dites est très juste. Et bien évidemment, le dossier de la réforme de l'islam aujourd'hui qui se penche sur la question de l'imam aujourd'hui, il a bien conscience de ces détails. C'est pour ça que dans la labellisation de l'imam, au fait, il sera question de 3 imams et non pas un seul, de 3 catégories de imams. Il sera question de la catégorie de l'imam qui conduit la prière, de l'imam qui fait le prêche du vendredi, et là c'est un niveau au-dessus, parce il y a d'autres critères qui rentrent, parce qu'il ne s'agit pas de, je vais utiliser un mauvais exemple, mais bon, ça permet d'éclairer, il ne s'agit pas de mélanger coco et abricot. Donc voilà, il va y avoir l'imam qui conduit la prière, et sa tâche, elle est déjà très lourde, hein. Pour ceux qui connaissent un petit peu le métier, ça n'est pas évident. Et on sait très bien que l'imam qui conduit la prière, dans la majorité des cas, il n'a pas la capacité intellectuelle pour pouvoir diriger une khutbah et la prière du vendredi qui est très importante et qui a entre guillemets un rôle politique, hein, au-delà de l'éducatif et au-delà de beaucoup de choses. Et à côté de cette deuxième catégorie d'imams, il arrive un 3e imam qui est une catégorie au-dessus, c'est l'imam qui donne les conférences. La question de l'imam qui fait la fatwa, ça c'est autre chose. L'imam n'aura pas le droit de donner la fatwa. En tout cas, il faut faire très attention. Il n'aura pas le droit de donner la fatwa dans le cadre du CFCM. Bien évidemment qu'un imam qui connaît les questions religieuses sur comment faire les ablutions, etc., il informe les gens, etc. Mais on est en train de parler vraiment des fatwas qui sont sensibles, les fatwas qui sont importantes, les fatwas qui concernent ce qu'on appelle les oulémas, les sachants. Bien évidemment, le monde du musulman dans sa globalité et le monde sunnite en particulier, la fatwa peut être très différente de par le contexte, de par l'histoire et de par la multiplicité des écoles de jurisprudence. Donc la fatwa, elle sera toujours réservée aux oulémas à travers le monde musulman, mais les fatwas qui sont sensibles et qui concernent la France, elles vont être traitées en France par ce fameux comité national des imams. Ce comité national des imams, il sera composé, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 9 imams avec des critères assez importants. Là, on est vraiment sur du haut niveau, c'est-à-dire il sera composé de la 3e catégorie des imams qui est capable de donner des conférences. Et donc, ces gens-là qui ont une grande maîtrise de la jurisprudence, une bonne connaissance de la coranologie, une grande maîtrise de la langue arabe, mais également de la langue française, etc., eh ben, ils vont se regrouper en un comité de 9 personnes et ils vont réfléchir aux éléments de réponse sur certaines questions juridiques. Et ils ne vont pas donner la fatwa parce que cette fatwa, elle sera transmise par l'ensemble des fédérations, c'est-à-dire concrètement par le CFCM. Et bien évidemment, ce comité des 9, il n'est pas éternel, il sera changeant tous les 2 ans. Donc, ce qui, bien évidemment, ouvrira la porte à d'autres initiatives et puis à d'autres personnes qualifiées qui pourraient arriver plus tard et s'installer dans ce comité. Mais pour répondre à votre première question, oui, il va y avoir plusieurs catégories d'imams et chacun ses compétences, chacun son investissement et chacun sa volonté, bien évidemment. Voilà. Merci. Hein. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole. En attendant, je mets juste une question. C'est par rapport à ce qui est dit, qu'on entend aussi dans les médias, c'est la problématique de la charte des valeurs républicaines. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, en tant que musulman, on peut se poser la question,
de dire est-ce qu'on nous demande un gage ou de nous justifier en tant que bons citoyens, quoi, alors que les musulmans, dans leur grande majorité, respectent les valeurs de la République, quoi. Je ne sais pas, ce document qui est demandé comme gage, ça sert à quoi, quoi. Je sais J'ai pas, compris, quoi. Donc, mon cher Gora, j'ai compris. Écoute, on est éternellement face à des gens qui ne voient, qui ne voient que le côté, comment dire, négatif de la chose. Dès que vous essayez de faire quelque chose, on va te choper uniquement sur les choses qui ne vont pas, etc. Cette charte, elle n'est pas là pour ridiculiser ou mépriser les musulmans. Elle n'est pas là pour interpeller les musulmans, histoire de leur dire « Attendez, on vous a oublié pendant 50 ans, maintenant il va falloir que vous signiez ça ». Cette charte, elle est là pour engager les imams, pour les engager. Nous savons parfaitement que nos imams sont engagés sur les questions des valeurs républicaines. OK ? Mais la différence, elle est entre celui qui a signé et celui qui n'a pas signé. Parce qu'à partir du moment que tu signes, eh ben, ta signature, elle t'engage. Et à partir du moment que, pour X raisons, il y a quelque chose qui ne va pas, eh ben, on va pouvoir sortir cette charte que l'imam il a signée pour dire regardez ce monsieur, il n'a pas respecté la charte. De la même façon que lorsque vous constituez une association et que vous mettez une charte, un règlement intérieur, eh ben, ce règlement intérieur, il vous engage à partir du moment que vous avez constitué votre association. Cela ne fait pas de vous quelqu'un d'immoral ou qui n'a aucune éthique, mais bien au contraire, mais il vous engage à partir du moment de la signature. Et loin de la République et loin du CFCM, l'idée de penser que les musulmans, à partir du moment qu'ils vont signer ça, ils vont s'engager. Non, c'est vraiment une façon de dire, vous allez vous engager à partir de ce moment-là en votre qualité d'imam. Voilà. Et ça, c'est important de faire ces distinguos. Voilà, c'est des sujets quand même qui sont extrêmement intéressants puisque ça appelle aussi à un retour, quoi. Je veux dire, à un échange parce qu'il est vrai que d'aucuns peuvent penser que on nous demande trop, quoi. C'est-à-dire que de nous justifier comment dirais-je, tout le temps, quoi. De justifier qu'on est en France, qu'on est bon citoyen. Il ne s'agit pas de ça. Vous savez, quand vous intégrez une entreprise, bien que vous ayez de l'expérience, des diplômes, de la compétence, de la morale, etc., vous n'êtes pas à l'abri de vous voir signer une charte. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon, que vous n'êtes pas diplômé, que vous n'êtes pas ceci, que vous n'êtes pas cela, mais c'est quelque chose qui va vous engager à partir du moment que vous mettez les pieds dans cette entreprise. On est dans le même cas de figure. On n'est pas en train de dire les musulmans, il va falloir qu'ils fassent un effort, etc. Non, c'est quelque chose qui concerne uniquement et exclusivement les imams et c'est quelque chose qui va les engager. La confiance vous engage. Sauf qu'il y a la confiance qui vous engage de façon un petit peu orale, de façon abstraite. Là, c'est quelque chose qui vous engage matériellement. Et dans le fond, rien ne va changer. Parce que la même confiance qui a été investie dans les imams et la même image qui est la leur va continuer à perdurer. Concrètement, ils vont s'engager auprès de qui? Auprès du CFCM ou de la République française? Non, auprès du CFCM, bien évidemment. D'accord. Et c'est le CFCM qui est engagé auprès de la République. Parce que la charte, c'est une espèce d'outil de la coercition. Si demain, il y a un imam qui sort un petit peu du rang pour X ou Y raison, c'est la charte qui l'engage. C'est cette charte-là qui l'engage. Prenons un exemple concret. Là, par exemple, le monde musulman, face à la situation en France, a beaucoup d'éléments. On sait qu'il s'est soulevé de manière spontanée, contrairement à ce que certains disent. Et le CFCM a pris une position qui, pour la plupart des musulmans en France, on a l'impression qu'ils s'isolent par rapport au reste de la communauté. Là, si un imam, par exemple, dit « moi, je ne suis pas d'accord avec la direction »,
Très, très bonne question. Il va falloir attendre pour voir alors. Ah, on est dedans, en fait, parce que là, qu'est-ce qui est en train de se passer concrètement? C'est ce qui pose problème aux gens pour l'instant, c'est qu'il y a un discours qui est né, et moi j'ai entendu cette phrase dans la bouche d'une personne considérée d'extrême droite il y a à peu près 5 ans. Maintenant, on entend cette phrase dans la bouche des dirigeants, qu'on doit croire que les lois de la République sont au-dessus de la religion. Et tout porte à croire dans l'état actuel des choses et dans la communication qui est faite à l'heure actuelle autour de la question des questions qui sont données. Parce que Macron a réussi à faire croire que ce projet de labellisation des imams, c'est lui qui est derrière. Alors qu'on sait que c'est plus vieux que ça. Par exemple, ça, c'est le jeu de la politique, ça. oui, mais là, j'aurais bien aimé que, par exemple, excusez-moi le terme, que le CFCM recadre Macron. Il dit non, c'est pas vrai. Bah, écoutez, il faut se mettre à la place du CFCM. Le CFCM, ça fait 15 ans qu'il essaye de cadrer tout ça. Il n'y arrive pas, pour des raisons plurielles. Il ne faut pas imaginer que uniquement c'est la République, etc. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Si vous avez eu la chance, ou plutôt la malchance, de passer une journée au sein du CFCM, vous comprendrez très vite, vous dites, oh là là, moi je jette mon chapeau, je sors. C'est très compliqué. Aujourd'hui, nous avons un président qui, pour des raisons politiques, ça le concerne, ce monsieur, il ne fait que de la politique, c'est normal. Donc, il veut tirer profit de ça. Il veut cadrer parce qu'au-delà de la politique elle-même, il y a une certaine pression qui s'exerce sur la France. Et donc, du coup, voyant dans cette question-là une opportunité, ben, il l'a saisie. Mais en même temps que le président saisit cette opportunité, ben, le CFCM aussi, il l'a saisie. Parce qu'avec ça, il est en train de régler un problème qui est extrêmement complexe et épineux. Vous savez, je vais vous dire une chose. Connaissons modestement le dossier des imams en France. Je peux vous dire que c'est quelque chose qui fait très, très mal au cœur. Et mon espoir aujourd'hui que cette labellisation viendrait réellement les labelliser, leur donner un statut, leur accorder un droit et les remettre dans le rôle qui est le leur. Et voilà. Et ça, c'est très important. Si on arrive à faire ça, ça serait juste magnifique. Une petite dernière question. Est-ce qu'on a pensé à voir comment ça se passe chez les juifs ou chez les catholiques? Et essayer de proposer ça, parce qu'il me semble que chez eux, c'est pas libéral, mais que l'État a moins de... Alors, je sais qu'avec les juifs, il y a la question de la prière à la République le Shabbat, là, mais on a l'impression de l'extérieur je vais vous qu'ils ont poser moins une de prise, question. en fait. Je vais vous poser une question qui va répondre à votre question. Les chrétiens, les protestants et les juifs, ça fait combien de temps qu'ils ont été labellisés par le gouvernement? Ouais, Je crois que c'est bon, là. Je crois qu'il a répondu à votre question.